1939. L'armée d'Adolf Hitler s'abat sur l'Europe. Le chef suprême de l'Allemagne nazie plonge le monde dans le chaos. Et si Hitler avait été assassiné avant la guerre? Impossible de répondre à cette question, bien sûr, mais il est difficile de ne pas y penser. Car nombreux sont ceux qui ont voulu tuer le dictateur. De 1920 à 1944, Hitler a subi plus de 40 tentatives d'assassinat. Sans Hitler, il n'y avait pas d'Allemagne nazie, c'était terminé. Le dictateur a survécu aux balles de ses ennemis, mais il n'a pas été sauvé seulement par la chance. Au départ, il est accompagné simplement d'une poignée de compagnons improvisés gardes du corps. Mais Hitler s'entoure peu à peu d'une véritable armée, des milliers d'hommes totalement dévoués à sa protection. C'était titanesque. L'appareil sécuritaire personnel d'Hitler était redoutablement efficace. Être près d'Hitler, assurer sa sécurité, c'est avoir un grand prestige, avoir un capital politique incontournable au sein du régime nazi. Persuadé que le monde entier veut sa mort, le dictateur va tout faire pour soulager sa paranoïa galopante. Il va faire développer des innovations technologiques pour se rassurer. Ce train transformé en forteresse du rail. Des avions avec une trappe spéciale pour lui permettre de se parachuter. Ou encore, cette voiture blindée de 5 tonnes. La voiture porte une quarantaine d'impacts de balles. Aucune balle n'a traversé et vous verrez que le verre sécure est toujours en place. Pendant la guerre, il se réfugie dans des bunkers indestructibles construits à travers toute l'Europe. Délirant et psychotique, Hitler a une peur panique de l'empoisonnement. Il fait alors capturer une dizaine de femmes qui risquent leur vie en goûtant ses plats. La paranoïa d'Hitler va finir par dégénérer dans des hantises assez fortes. La paranoïa, c'est la maladie de la haine, en fait. Comme souvent chez les paranoïaques, Hitler double ses hantises d'une franche mégalomanie. Il est persuadé d'être intouchable. Il est convaincu, il le dit à tout le monde, « Regardez, j'ai survécu, j'ai échappé à 38 attentats. » Ça veut bien dire qu'il y a un sens dans tout cela. Dans l'histoire, dans la nature, ma mission doit être menée jusqu'à son terme. Analyser la protection rapprochée d'Adolf Hitler, c'est comprendre toute la démesure de l'organisation nazie, mais aussi son dysfonctionnement flagrant. C'est se confronter aux angoisses profondes et à la psyché délirante du dictateur. Plonger au cœur de la folie sécuritaire d'un des hommes les plus haïs du monde. En 1919, Adolf Hitler s'installe à Munich. Il a 30 ans et vient de vivre, comme la plupart des hommes de son âge, les horreurs de la Première Guerre mondiale. Le conflit d'une ampleur et d'une violence inouïe a traumatisé l'Europe. Le continent a besoin de stabilité. Une idée se répand alors comme une traînée de poudre chez les Allemands. Il faut un homme fort pour reprendre en main le pays. Cette attente d'un commandement fort, elle est générale dans toute l'Europe. Sur l'idée qu'on aurait besoin d'organiser les masses et que pour ça, il faut quelqu'un qui sache le faire et le faire d'une manière forte, dominante. Avec 4 ans où en fait 73 millions de soldats européens sont habitués à répondre aux ordres, il va y avoir une gigantesque leçon d'autorité avec la Première Guerre mondiale. Et de ce point de vue-là, l'Allemagne est clairement le pays où la culture démocratique, parlementaire et pluraliste n'est pas le plus ancrée. Traumatisés par 4 ans de guerre et une défaite humiliante, les Allemands banalisent la violence. Les attentats politiques se multiplient. Entre 1919 et 1922, on en dénombre 376 dans le pays. La violence était considérée bénéfique et productive. Elle pouvait constituer une expérience humaine positive. Et cela découlait de l'expérience de la Première Guerre mondiale. Fruit de cette atmosphère explosive, le jeune Adolf Hitler commence à développer certaines obsessions. Il est pris de haines irrationnelles, persuadé que les Juifs sont la cause du mal allemand. Couplé à son orgueil démesuré, ses délires de persécution semblent indiquer qu'il souffre d'un trouble psychique, la paranoïa. En 1919, il intègre le Parti ouvrier allemand. Il est remarqué pour la virulence de ses discours antisémites, anti-bolcheviques et nationalistes qu'il tient dans les brasseries de Munich.
À l'époque, c'est là où se passe la politique, sur ces grandes scènes dans les brasseries munichoises. Très souvent, Hitler s'adresse à un public qui lui est hostile, avec des communistes ou des socialistes. Et personne n'est sagement assis en train d'écouter les idées rivales. Ils s'interrompent, se bousculent, ils se jettent des verres de bière. On peut prendre l'exemple de la réunion du 4 novembre 1921, où il y a plus d'une vingtaine de coups de feu qui sont tirés. Dans ces moments-là où la bagarre commence, il reste sur scène, il continue à parler. Plus d'une fois, Hitler intervient lui-même et frappe des gens qui essayent de l'agresser. En 1920, le parti est renommé NSDAP, le Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Charismatique, Hitler s'impose comme l'orateur principal. Pour lui, dominer l'arène politique, c'est littéralement écraser ses ennemis. Alors, comme tout bon chef de bande, il s'entoure d'une centaine de gros bras. L'imagerie nazie est balbutiante et les croix gammées sont peintes à la hâte sur de vieux casques militaires. Les premiers nazis assurent une mission plutôt simple, mater l'opposition, mais aussi la police et l'armée lors de manifestations non autorisées. Il va créer un groupe paramilitaire qui s'appelle les sections d'assaut, Sturmabteilung, qui est le service d'ordre des meetings du parti. La Sturmabteilung est d'abord créée pour s'assurer qu'Hitler puisse faire ses discours sereinement dans les brasseries. Les gros bras sont là pour faire régner l'ordre dans l'imaginaire nazi, c'est-à-dire tout simplement casser la figure, voire tuer les opposants politiques, communistes, socialistes, etc., etc. La violence est un des chemins pour accéder au pouvoir. Et c'est ainsi qu'Hitler fonctionne. Il utilise la violence pour arriver à ses fins. Plus connue sous l'acronyme SA, la Sturmabteilung rassemble de nombreux vétérans de la Grande Guerre déçus par la République de Weimar. Autour d'eux, des déclassés, des marginaux ou des chômeurs recrutés dans les classes populaires. La SA est l'instrument de la violence nazie, ces fameuses chemises brunes. La SA est d'abord une force militante brutale, et puis en 1923, c'est véritablement une force paramilitaire. Face à ce déploiement de force, les autres partis réagissent. Tous les partis politiques, de toutes les sensibilités, se dotent d'associations d'anciens combattants et d'associations paramilitaires qui, concrètement, font le coup de poing dans la rue contre les adversaires politiques qui ne sont plus des adversaires, mais qui sont des ennemis. Dans une violente escalade, la SA se renforce terriblement en seulement quelques années. Mais plus elle grossit, plus elle s'éloigne de son premier rôle, protéger Hitler. Et ça, est à la fois une organisation trop nombreuse, pas forcément contrôlée directement par Hitler, ce n'est donc pas une garde rapprochée qui accompagne Hitler personnellement. Par conséquent, il faut, en plus de la SA, il faut bien un petit cercle d'hommes de confiance susceptibles d'assurer sa protection directe. Plus la SA s'agrandit, plus il y a des doutes sur la loyauté de certains de ses membres. Donc se met en place un petit groupe de gens entièrement dévoués qu'Hitler connaît depuis bien longtemps. Adolf Hitler montre déjà les premiers signes d'une paranoïa grandissante. Pour sa garde rapprochée, il ne donne sa confiance qu'à des hommes qu'il connaît intimement, 5 anciens compagnons de tranchée, des hommes violents qui n'ont pas peur de se salir les mains. Ses premiers gardes du corps ne sont pas des professionnels. Mais il les aime et les respecte, car ce sont de vieux amis très soudés. Ils sont issus du même milieu politique munichois. Donc ils font autant preuve de loyauté politique que personnelle. C'est tous des anciens combattants. Je pense que c'est le point fondamental, c'est qu'ils peuvent être alcooliques, violents, ils peuvent même parfois prendre des libertés avec la doctrine nationale-socialiste. C'est un beau mélange de malfrats, de macros et de grosses brutes. Il y a Ulrich Graf, cet ancien lutteur toujours prêt à en découdre. Christian Weber, un escroc à la fois revendeur de chevaux et macro. Ou bien encore le jeune Emile Morris. Émile Maurice est un personnage plutôt étrange. Dans le civil, c'est un ancien horloger. Mais c'est un nazi de la première heure. L'exemple type de ces gars complètement paumés qui ont tout perdu pendant la Grande Guerre.
Certains sont invalides, d'autres ne trouvent pas de travail. Donc ils gravitent autour de ce leader charismatique, ce Führer, censé sortir l'Allemagne du chaos. Pour Hitler, une seule chose compte, le dévouement inconditionnel à sa personne. Il croyait vraiment que ses gardes du corps l'aimaient et qu'ils le suivraient jusqu'en enfer, à tel point qu'il leur donne même l'autorisation de porter une arme en sa présence. En 1923, après un putsch raté et 1 an de prison, Hitler s'empare définitivement du parti nazi. Alors, en 1925, malgré les milices déjà existantes, Hitler crée une nouvelle force de sécurité, la Schutzstaffel, les tristement célèbres SS. Cette fois-ci, il ne s'agit pas seulement de le protéger, mais aussi de créer une sorte d'aura mythologique autour de lui. Hitler est fasciné par l'Empire romain, il est fasciné par la Rome antique. Et il a l'idée de se doter, au-delà de la SA, d'une milice qui lui soit propre, qui soit attachée à sa personne, et qui soit au fond comme une sorte de garde prétorienne, c'est-à-dire attachée uniquement à sa personne, de la même manière que les empereurs romains avaient leurs soldats légionnaires triés sur le volet, qui avaient prêté serment à la personne de l'empereur et qui protégeaient absolument et n'obéissaient qu'à lui. La devise des SS est « Mon honneur est la fidélité ». Et cette fidélité, elle n'est promise qu'à Hitler. C'est vraiment central dans l'idéologie des SS. Pour ce nouveau corps d'élite, on sélectionne 10 militants dans chaque cellule locale du parti, en désignant les plus fiables. Au départ, la SS compte donc 280 hommes. La SA est une vaste organisation, principalement composée d'anciens ouvriers. Mais la SS est plus éduquée et va chercher dans la classe moyenne. L'adhésion à la SS est très contrôlée. Par exemple, il faut prouver ses origines allemandes en remontant jusqu'aux années 1800. Il y a aussi des critères biologiques très stricts, car il faut être très grand et ne pas avoir de maladies héréditaires. Malgré ces démonstrations de force, Hitler tarde à s'imposer sur l'échiquier politique allemand. Mais tout va changer au tournant des années 30. En 1929, l'économie mondiale s'effondre et l'Allemagne replonge dans la misère. Sur ce terreau fertile, le parti nazi prospère et la violence reprend de plus belle dans le pays. Au mois de juillet de cette année-là, vous avez une centaine de morts politiques en Allemagne. Il y a des niveaux d'affrontement dont l'intensité évoque une atmosphère de guerre civile. Un contexte idéal pour Hitler et son parti taillé pour les rapports de force. Protégé par sa dangereuse SS, il se lance dans une campagne agressive pour les élections législatives de 1932. Il voyage aux 4 coins du pays. Il voyage par les airs. Il fait 5 discours par jour. Et cela augmente les risques auxquels il s'expose. Une prise de risque payante. À coup d'intrigues politiques, Hitler prend le pouvoir en Allemagne. Le 30 janvier 1933, il est nommé chancelier de la République de Weimar. Ses ennemis réagissent immédiatement. Au cours de sa première année au pouvoir, on dénombre 10 tentatives d'assassinat. La police déjoue des complots d'attentats à la bombe et un homme armé parvient même à s'introduire dans le Berghof, la résidence d'Hitler. Le Führer n'a jamais été aussi menacé et pour couronner le tout, il n'a plus vraiment de garde rapprochée. En effet, depuis ses campagnes électorales, la SS est passée de 280 à 15 000 hommes. La SS, au début des années 30, est une formation militante qui, en réalité, n'est pas très éloignée de la SA. Les activités sont les mêmes, vente de journaux du parti nazi, organisation de réunions publiques, confrontation brutale avec les adversaires politiques du nazisme dans les rues. C'est donc plus un détachement de garde rapprochée d'Hitler.
Hitler n'a plus confiance. Alors, parmi les SS, il sélectionne minutieusement 120 hommes. Une élite de l'élite chargée de former un mur humain infranchissable autour de lui lors de ses parades. Une énième unité est née, la Leibstandarte SS Adolf Hitler ou LSSAH. Les films ou les photographies amplement diffusées par la presse vulgarisent l'image de ces hommes en noir extrêmement grands qui paradent devant les bâtiments officiels. Il ne s'agit donc pas seulement de protéger Hitler, mais également d'incarner le régime et sa garde rapprochée. Ces hommes prêtent un serment d'allégeance quasi religieux. Nous te jurons, Adolf Hitler, fidélité et bravoure. Nous te promettons à toi obéissance jusqu'à la mort. Aussi grandiose que paraisse cette nouvelle structure, elle révèle pourtant l'incohérence nazie. Hitler fait alors parler sa paranoïa en recrutant un vieil ami pour diriger la LSSAH, Sepp Dietrich, un homme réputé pour son incompétence parfaite en matière de sécurité. Dietrich n'a pas grand-chose dans la tête. Il était sergent pendant la Première Guerre mondiale, puis il a été promu bien au-delà de ses capacités. C'est quelqu'un qui ne connaît rien à la sécurité. Il n'est pas policier, il n'est pas garde du corps de profession. Et c'est à quelqu'un comme ça, qui n'est pas un professionnel de la chose, qu'on va confier la sécurité d'Hitler. Donc ça en dit long sur le degré d'improvisation, d'amateurisme aussi, de ces gens-là. On confie parallèlement le service de renseignement de la SS à quelqu'un, Reinhard Heydrich, qui ne connaît rien au renseignement. Sa seule compétence, c'est d'avoir lu des romans d'espionnage et des romans policiers. En réalité, dans le régime nazi, la répartition des rôles résulte surtout de guerres d'influence. Hitler a transformé l'Allemagne en dictature et désormais, pour s'y faire une place, il faut graviter autour de lui. Il n'y a plus de Conseil des ministres à partir de 1938. Le Parlement ne joue aucun rôle. Il y a des sessions du Reichstag, mais il s'agit là uniquement d'acclamer les discours d'Hitler. Donc, dès lors qu'il n'y a plus d'organe formel de gouvernement, c'est la personne d'Hitler qui concentre la plus large partie du pouvoir décisionnel. Il y a Hitler tout en haut, et tout le pouvoir vient de lui. Puis sous lui, il y a cette masse grouillante d'individus et d'organisations mises en compétition. Être près d'Hitler, assurer sa sécurité, c'est avoir un grand prestige, avoir un capital politique incontournable au sein du régime nazi et par conséquent jouer un rôle en son sein. Une profusion d'organisations aux acronymes indifférenciables ont vu le jour depuis les débuts d'Adolf Hitler. Il y a la SA, la SS, la LSSAH, mais aussi le RSD, une unité de policiers fondée par Himmler, puis le FBK, une sous-unité SS, ou encore le Führerbegleitbataillon, qui sera créé plus tard pendant la guerre. La situation est kafkaïenne et plus personne n'y comprend rien. Mais il ne faut pas s'y tromper. Ce chaos administratif est encouragé par Hitler lui-même. Il va multiplier des ordres, multiplier des structures, les mettre toutes en concurrence, en espérant être assez flou pour que la meilleure solution émerge de ce Capharnaüm. Donc il n'a pas besoin d'exécuter ses généraux toutes les 5 minutes comme le faisait Staline. Hitler les laisse se battre entre eux, comme des chiens autour d'un os. C'est ce qu'on appelle le darwinisme social, une relecture nazie de la théorie de l'évolution qui prône la loi du plus fort. La compétition entre ces organisations est une bonne chose. La plus efficace remportera la mission. Cette pensée-là irrigue non seulement la vision de la société à l'extérieur, chaque groupe social et surtout groupe ethnique est en combat à mort les uns contre les autres, mais ça irrigue aussi la gestion même du parti. Les missions des différentes unités de sécurité se confondent et se superposent, quitte à engendrer des situations absurdes comme ce jour de 1933 où Hitler se déplace en voiture dans Berlin. Son convoi réalise qu'un autre véhicule les suit quand ils partent. Donc ils accélèrent pour essayer de lui échapper, mais le véhicule les suit toujours. Plus tard, ils enquêtent et réalisent que c'était simplement une autre unité qui essayait de faire son travail. Donc tout ça n'est pas super efficace.
Le dispositif est insensé et carrément démesuré. Autour de lui, Hitler dispose de centaines de milliers d'hommes, alors que son homologue anglais, Winston Churchill, se balade tranquillement, accompagné d'un policier de Scotland Yard à ses côtés. Sans compter que pour entretenir son aura, le dictateur a toujours besoin de sillonner le pays au contact direct du peuple allemand. Mais voyager, c'est s'exposer au danger. Alors, Hitler devient le premier chef d'État à se déplacer en voiture blindée. C'est assez drôle de choisir une Mercedes Compressor, qui est plutôt, si vous voulez, la voiture des mafieux, quoi. C'est le gangster américain, et Hitler va circuler avec ça. À partir de 1936, Hitler commande des Mercedes 770K spécialement modifiées. À l'exemple de ce modèle exposé au musée Henri Malâtre de Lyon. La carrosserie est renforcée de plaques d'acier de 18 mm d'épaisseur. Les vitres font 43 mm. Composées de 12 feuilles de verre trempé, elles sont indestructibles. Les 2 roues de secours placées de chaque côté du capot ont des enjoliveurs boucliers qui protègent le moteur. Enfin, les réservoirs et les pneus sont imperforables. Une 770K blindée, ça coûte très cher. Parce qu'il y a le coût des matériaux, hein, on est en plein milieu de la guerre. Je vous disais qu'il y avait des plaques d'acier absolument partout. C'est pas forcément le matériau qu'on trouve le plus facilement en temps de guerre. Et c'est une voiture qui doit être intégralement fait main. Donc elle a nécessité plus de 15 mois de travail. Et c'est donc une voiture qui a coûté au total 2 millions de Deutschmark. Hitler se fait conduire à bord de ce char inattaquable. Plus de 70 ans plus tard, le véhicule est encore quasi intact. Les militaires français qui ont récupéré ce véhicule après la défaite allemande ont testé le blindage en situation réelle. La voiture porte une quarantaine d'impacts de balles. On sait que ces impacts de balles n'ont pas été faits à l'occasion d'un attentat. On imagine que ces impacts ont été faits lors de la saisie en 1945 à Berchtesgaden. On imagine que des soldats de la 2e division blindée ont dû un petit peu essayer le blindage, tester le blindage des vitres en vidant un chargeur dessus. La voiture cache encore des secrets étonnants, avec des gadgets technologiques dignes d'un James Bond. Il y a un système d'autodestruction qu'on peut enclencher sur le tableau de bord. Donc ça, c'est pas tellement pour assurer la sécurité des gens qui sont à l'intérieur des véhicules, c'est surtout pour que le véhicule ne tombe pas entre des mains ennemies. Le secret à protéger, ce sont ces lignes de peinture rouge sur les phares. Associé à un code d'activation des feux, il diffuse une sorte de morse lumineux qui permet de passer les points de contrôle. Donc évidemment, il ne faut pas que ces voitures-là tombent entre les mains d'une personne non autorisée, parce que sinon, ils pourraient rentrer comme ça, sans aucun contrôle. Toutes ces modifications augmentent considérablement le poids du véhicule. Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut arriver à avoir une voiture qui reste puissante, qui est capable de pouvoir aller vite, avec un poids de 5 tonnes. Donc il faut un moteur qui soit extrêmement puissant. 5 tonnes. C'est 4 fois plus que le poids moyen de nos véhicules modernes. Et ce bolide incroyablement lourd, il faut le faire rouler. Alors, sous le capot, la Mercedes développe 400 chevaux. À l'époque, de tels moteurs sont réservés aux meilleures voitures de course. La voiture peut ainsi atteindre la vitesse maximale de 120 km/h. Véritable exploit technologique, le véhicule a pourtant un gros désavantage. Pour les longs trajets, il devait avoir plusieurs véhicules comme celui-ci, avec en plus des bidons d'essence, car il fallait s'arrêter tous les 16 km pour refaire le plein. La voiture du Führer est entourée par une patrouille, le tout survolé par un avion de reconnaissance. Un arsenal sécuritaire qui semble impénétrable, mais un détail va réduire tout cela à néant. Le comportement absurde d'Hitler lui-même. Le plus hilarant, c'est qu'avec toute cette protection, il conduisait le toit ouvert. Il y a l'intégration d'une petite sorte d'estrade qui permet, avec une espèce de poignée sur la droite, de pouvoir saluer dans la foule. Hitler doit réprimer sa peur d'un attentat pour ne pas entacher son image publique, celle d'un leader fort et invincible.
Il aurait fait cette même procession avec une voiture fermée, mettons, pas une décapotable. Le symbole politique était complètement raté. On avait l'impression d'un dirigeant politique enfermé qui a besoin de se protéger de son peuple. Et là est toute la contradiction entre sécurité et domination charismatique. Debout et vulnérable, Hitler donne des sueurs froides aux gardes du corps nazis. Depuis 1932, Hitler quadrille le pays en avion. Il est l'un des premiers dirigeants politiques à le faire. Mais à l'époque, les voyages aériens sont chaotiques et peu sûrs. Assurer sa sécurité lorsqu'il est dans les airs est un véritable défi. Même si la carlingue est très bien protégée par des plaques blindées, c'est un moteur standard que n'importe quel avion de combat peut faire sauter. La vraie protection, c'est celle des avions qui volent en escadron autour de lui pour le protéger. Les bagages sont systématiquement fouillés plusieurs heures à l'avance. Et pour les scanner, les nazis utilisent même les premières machines à rayons X. Car ce que redoutent le plus les services de sécurité, ce sont les bombes à baromètre, des engins qui explosent à haute altitude. Avant qu'Hitler arrive, on faisait voler l'avion 15 minutes jusqu'à l'altitude de vol maximale pour voir s'il se passait quelque chose. Les pilotes devaient avoir des nerfs d'acier pour faire décoller cet avion en espérant qu'il n'allait pas exploser. Puis il fallait revenir et embarquer Hitler et ses acolytes. Hitler dispose aussi d'un gadget technologique rocambolesque, plus proche d'une bande dessinée à la Tintin que d'un grand chef d'État européen. Le truc le plus fou à propos des avions d'Hitler, les gens à qui on le raconte n'en reviennent pas, c'est le siège éjectable. Le Junker 52 et le Condor avaient une trappe d'évasion pour le Führer. Donc si l'avion s'écrasait, s'il avait été touché, le Führer pouvait se mettre dans son fauteuil très confortable, équipé d'un parachute dans le dos, et tirer un levier pour ouvrir une trappe en dessous. Et ensuite, on ne sait pas trop comment, cet homme de 52 ou 53 ans aurait dû sauter de cet avion en feu avant d'atterrir tranquillement. Bon, bien sûr, c'est totalement ridicule. Une fois dans son avion, Hitler semblait invulnérable. Pourtant, un résistant va tout de même tenter l'impossible. C'est l'histoire du colonel von Tresckow, un résistant anti-nazi qui entreprendra, au milieu de la Seconde Guerre mondiale, de faire exploser l'avion d'Hitler. Et pour cela, il va dissimuler une bombe à baromètre dans une caisse de bouteilles de cognac. À Berlin, von Tresckow demande une faveur à un ami qui voyage auprès d'Hitler, porter ce cadeau à un autre colonel à Rastenburg, en Pologne. Chaque vol donne lieu à une sécurité incroyable. Mais là, le paquet vient d'un colonel de la Wehrmacht et il est transporté par quelqu'un de l'entourage d'Hitler. Donc cela a outrepassé toutes les mesures de sécurité. Malheureusement, le mécanisme de la bombe s'enraye et Hitler atterrit sans encombre à Rastenburg. Rapidement, le résistant von Tresckow a dû envoyer un adjudant à Rastenburg qui a dit « Oups, désolé, ce n'est pas la bonne caisse de bouteille ». Et il a pu récupérer la bombe. Cette histoire ne sera révélée que des années après la guerre et Hitler continuera à voler en totale confiance. En septembre 1939, les troupes allemandes envahissent la Pologne. Hitler réalise son obsession, la reconquête de l'espace vital pangermanique. Le monde entre dans la Seconde Guerre mondiale. Le Führer veut diriger ses troupes au plus près du front. Il utilise alors un train spécial comme poste de commandement avancé, le Führer Sonderzug, une véritable forteresse sur rail de 300 mètres de long, loin d'être discrète.
Pour utiliser le réseau ferré, il faut dégager le chemin pour le train du Führer. Toutes les stations, les ponts, les souterrains doivent être gardés. Donc cela implique une mobilisation massive de troupes en très peu de temps. Et environ tous les 100 mètres, on postait un soldat mort d'ennui ou un policier qui faisait des allers-retours pour être sûr qu'il n'y avait aucune bombe sur les rails. Le train est tiré par une locomotive blindée. Il est protégé par 2 wagons lourdement armés et un deuxième train circule en amont pour leurrer les potentiels assassins. Et ensuite, à la fin de chaque journée, toutes les informations étaient rassemblées et détruites. Personne ne devait mettre la main sur les itinéraires d'Hitler. C'était quelque chose de très contrôlé, car ces informations sont cruciales pour tout potentiel assassin. Pour Hitler, la meilleure défense est de ne rien planifier. Personne ne doit savoir où il se rend, ni quand, ni comment. Or, son train nécessite près de 2 jours de préparation avant chaque déplacement, tant la logistique est lourde. Un véritable dilemme qui obligera Hitler à délaisser peu à peu le Führer Sonderzug. Une fois l'Europe en guerre, l'appareil nazi s'invente des espions et des assassins un peu partout. Ce qui inquiète les nazis, c'est moins les différentes résistances dans les différents pays occupés que les services spéciaux des puissances étrangères et qui sont ennemis de l'Allemagne. On redoute les agents anglais, et puis ensuite on redoute les agents soviétiques et américains. Mais Hitler se trompe. C'est au sein même du Reich que le danger gronde. Un charpentier du nom de Georg Elser va comploter seul pendant 8 mois pour mettre un terme à la folie expansionniste du dictateur. Il est arrivé à la conclusion que Hitler était synonyme de guerre et il voulait faire tout ce qui était possible pour empêcher la guerre. Politiquement, il était à gauche, mais ce n'était pas sa principale motivation. Son mobile était humaniste. 2 mois seulement après le début de la guerre, Georg Elser décide d'agir. Munich, le 9 novembre 1939, ce jour-là, Hitler a prévu un discours public dans une grande brasserie en hommage à son putsch raté de 1923. Donc 6 semaines avant l'attentat, Georg Elser commence à se cacher dans les toilettes, juste avant la fermeture de la brasserie pour la nuit. Là, il enlève peu à peu les briques du plus gros pylône pour cacher ses explosifs à l'intérieur. Dans le même temps, le résistant met au point une bombe avec un ingénieux mécanisme à retardement qui lui permet de programmer le déclenchement 140 heures à l'avance. Quelques jours avant le discours, il place les explosifs dans le pylône central, juste derrière l'estrade où se tiendra Hitler. Le problème pour Elser et pour l'histoire, c'est qu'au moment de l'explosion, Hitler n'était plus là. Si Hitler avait été là quand la bombe a explosé, il n'y a aucun doute qu'il serait mort. Mais le 8 novembre, il y avait du brouillard à Munich. Or, Hitler devait se rendre à Berlin pour des réunions importantes. Il ne pouvait pas prendre l'avion à cause du brouillard et a dû prendre son train. Pour cette raison, il a écourté son discours. C'est la première fois qu'un homme est si près d'anéantir le Führer. Et le dictateur doit uniquement sa survie à un gros coup de chance. Ses innombrables services sécuritaires n'ont servi à rien. Cela montre une faille évidente dans le système de sécurité. Georg Elser est très vite arrêté puis interrogé sous la torture. Mais ce que les nazis vont découvrir ne correspond pas du tout à leur vision de l'ennemi. L'enquête initiale de la Gestapo dépeint un homme qui a comploté seul. Mais quand Himmler lit cela, il s'exclame « Quel idiot a écrit ce rapport ?» Il n'arrive pas à croire qu'un Allemand ordinaire ait voulu tuer Hitler. Le problème, c'est qu'ils ont toujours un train de retard. Ils sont réactifs plutôt que proactifs. Le SD et puis Hitler sont incapables de lire cet événement pour ce qu'il est, c'est-à-dire l'initiative d'un homme seul, courageux, mais restent prisonniers de catégories traditionnelles. Les nazis chassent en meute et en bande, donc les ennemis chassent en meute et en bande. Les nazis y voient l'œuvre des services secrets anglais et relaient cette version des faits dans la presse.
Mais c'est la réaction d'Hitler qui surprend le plus. Au lieu de s'inquiéter, il exulte de joie. Hitler a une sorte d'illumination. Il déclare « La Providence me protège pour ma grande mission ». Hitler exprime ici une pensée ancrée en lui depuis les années 1920. Il s'imagine comme une sorte d'élu dont la mission serait d'unir l'Europe autour d'un peuple pur et allemand. Et Hitler est convaincu que la nature l'a élu, ses dons de charisme, d'intelligence l'ont désigné pour être le chef de la communauté allemande et de la communauté allemande en guerre. Ce délire messianique est vu par certains spécialistes comme une preuve de sa paranoïa. Les paranoïaques sont des gens difficiles, soupçonneux, rigides, exigeants, égoïstes aussi, qui se prennent pour plus qu'ils ne sont, ou alors même ils se présentent comme bon Dieu. Tout réussit tellement à cet homme et au Reich que, à la limite, il peut se promener n'importe où dans une foule en liesse. Personne ne pourra jamais attenter à sa vie. La complexité du personnage entre démesures sécuritaires et parano messianique va empirer au fur et à mesure de la Seconde Guerre mondiale. Printemps 1940, Hitler a envahi le nord de l'Europe et attaque désormais la France. Contrairement à la campagne de Pologne, il doit se résoudre à limiter ses déplacements pour des questions de sécurité. Il se sent bien dans sa résidence du Berghof, au cœur des Alpes bavaroises. Acheté dans les années 20, ce petit chalet de montagne est le siège officieux du Troisième Reich. Alors, à partir des années 30, il est transformé en immense complexe fortifié. On avait une grosse caserne SS qui était chargée de la protection, mais il y a très peu de bunkers là-bas. Par contre, il y a beaucoup de tunnels, tout était souterrain. Ils ont creusé la montagne pour installer dans la montagne. Pour renforcer la sécurité, le secteur est entièrement réquisitionné avec brutalité par Martin Bormann, un des plus proches conseillers d'Hitler. Il utilise l'intimidation, la corruption et toutes sortes de tactiques pour obtenir ses propriétés. Certaines sont démolies, d'autres confisquées. Il étend la zone de sécurité pour que personne ne puisse s'approcher de la maison d'Hitler. C'était clair, soit vous vendiez, soit vous alliez en camp de concentration. Donc tous les voisins ont vendu pour éviter le pire. Malgré ce déploiement de force, le Berghof, situé trop loin du front, n'est pas le quartier général idéal. Alors, Hitler ordonne des travaux titanesques au plus près des combats. 12 QG ultra sécurisés sortent de terre, dont la tanière du Loup en Prusse, actuelle Pologne, ou le ravin du Loup, près de Soissons en France. Hitler a fait construire des quartiers généraux dans toutes les zones que la Wehrmacht a occupées pour montrer sa force, sa puissance. Il s'installait. Vous voyez, je suis là. J'ai envahi l'Ukraine, il y a un quartier général en Ukraine. J'ai envahi la Pologne, il y a un quartier général en Pologne. J'ai envahi la France, il y a 2 quartiers généraux en France. En France, le ravin du Loup est construit entre 1942 et 1944. La position du quartier général doit être tenue secrète coûte que coûte. Le chantier fait l'objet d'une surveillance redoutable. L'obsession paranoïaque est aussi délirante que dans la Russie de Staline, pour tout ce qui relève de la sécurité d'Hitler. Les Allemands avaient mis cette technique de surveillance grâce à des moutons. Alors des moutons, qu'est-ce que c'est? C'est pas l'animal qui broute paisiblement dans un pré. C'est simplement un Français qui a retourné sa veste, qui s'est mis au service de l'Allemagne. Donc ce sont des ouvriers, lambda, mais qui sont des mouchards. Alors pour surveiller les chantiers, eh bien, ces ouvriers avaient l'habitude de transmettre des fausses informations au moment du repas le midi ou de la soupe du soir, de manière à faire ami avec des gens qui auraient pu faire partie de la résistance et de les dénoncer. Il y a un QG qui s'appelait le Loup-garou en Ukraine. Là-bas, ils ont exécuté les ouvriers après la construction du lieu. Ils les ont alignés et fusillés.
Les QG sont de vastes ensembles faits de baraquements militaires et de bunkers. Le ravin du Loup s'étale sur 90 km². C'est 250 000 mètres cubes de béton armé et 1500 hommes dédiés à la protection du site. Hitler était effrayé par les attaques aériennes. Car plus la guerre avance, plus les Alliés lui sont supérieurs dans les airs. En 1942, un bunker standard pour résister aux attaques doit faire 4 mètres d'épaisseur. Mais en 1944, Hitler s'affole. 4 mètres, ce n'est plus assez. En 1944, les Américains vont inventer ce qu'on appelle les superbombes, les Tall Boys, qui ont une capacité de perforation de 10 mètres. Donc les 4 mètres d'épaisseur sont ridicules. Donc on va augmenter la protection. Ça veut dire qu'on va créer un vide et reconstruire une épaisseur de béton supplémentaire pour arriver jusqu'à 7 mètres. Les bunkers sont recouverts de peinture et de camouflage pour les rendre invisibles depuis le ciel. On va même transplanter des arbres et fabriquer des arbres synthétiques avec des filets de camouflage pour donner du relief à tout ça de manière à l'effacer complètement du paysage. Autour du Berghof, dans une vallée en Bavière, ils avaient d'énormes générateurs de fumée. Ils pouvaient remplir la vallée de faux brouillards pour cacher la cible, pour que les bombardements soient faits à l'aveugle et ne touchent rien de sensible. À la tanière du Loup, en Pologne, la parano d'Hitler prend toute sa démesure. C'est son QG favori. Il y passera 800 jours durant la Seconde Guerre mondiale. À l'orée du site, des barbelés hauts de 5 mètres, des canons mitrailleurs tous les 150 mètres et des champs de mines. Vous avez 3 cercles de protection. Le périmètre extérieur est protégé par des barrières, des postes de garde et des patrouilles SS qui surveillent les entrées. Il fallait avoir le bon pass, de la bonne couleur, avec le bon tampon pour pénétrer cette première zone. Une fois passé le premier périmètre, des bâtiments pour l'armée de terre, de l'air et la marine, des logements pour les dignitaires nazis et les employés. C'est une zone encore plus sécurisée qui nécessite d'avoir un badge différent qui change fréquemment et un nouveau mot de passe. Après cette zone, le cœur du QG. Un ensemble de 10 bunkers dont celui du Führer. Personne ne peut y accéder, sauf s'il y est autorisé par Hitler lui-même. Mais en 1943, on juge que tout cela n'est pas encore suffisant. Au centre, ils ont créé une zone spéciale pour Hitler, très resserrée autour de son bunker et de quelques autres. La sécurité atteint son paroxysme. C'est le Saint des Saints, en plein centre. Et ça marche. Aucun étranger n'y a jamais pénétré pour tuer Hitler. Dans les bunkers, tout est contrôlé, à commencer par l'air qu'Hitler respire. Donc il y a une filtration poussière grâce à des filtres à grillage et ensuite l'air passe dans des filtres à charbon actif de manière à être purifié. Donc en cas d'attaque au gaz, eh bien, l'air qui rentrait à l'intérieur du bunker était filtré et purifié. Quant à l'eau, elle est testée chimiquement plusieurs fois par jour. C'est une autre des multiples angoisses du dictateur parano. Et il avait peur de l'empoisonnement de l'eau qu'il utilisait, aussi bien pour se laver que pour boire. C'est pour ça que tout le système d'adduction d'eau ici est enterré à forte profondeur et dans des bunkers citernes étanches fermés par des portes blindées. Mais ce que le Führer craint plus que tout, c'est un déglaçage à l'arsenic ou une mayonnaise relevée à la mort au rat. Il est terrorisé par le poison. Alors, ce qu'il mange est cultivé dans des fermes sur place et cuisiné par des SS. Commence à délirer sur l'idée que les populations juives sont capables d'inventer des poisons à distance, ou etc., etc. Et ça va l'amener effectivement à contrôler de plus en plus sa nourriture. Bien sûr, il savait que les rois et les empereurs avaient toujours eu des goûteurs. Le moyen le plus simple de tuer quelqu'un est d'empoisonner sa nourriture. Il savait aussi que les Alliés développaient toutes sortes de poisons.
Alors en 1942, 14 filles sont recrutées dans les environs de Rastenburg, en Prusse orientale, pour devenir goûteuses. 1 heure avant le repas d'Hitler, 14 goûteuses testent chaque plat. Certaines filles se mettaient à pleurer lorsqu'elles commençaient à manger, tellement elles avaient peur, témoignera l'une d'entre elles des années plus tard. Elle décrit aussi un régime alimentaire strict. Hitler ne boit pas d'alcool, ne fume pas et ne mange pas de viande. Hitler va devenir végétarien, il va l'être parce que pour lui, dans la lecture raciale du monde, il y a une race bonne qui est la race aryenne qui, elle, mange les choses crues, etc. Et puis, il y a les civilisations qui ont périclité, qui, elles, passent leur temps à manger des animaux morts, si on veut dire. Donc, si vous voulez, c'est pas du tout une logique militante végétarienne, c'est il est malade et il en tire une conséquence générale complètement délirante. Hitler est écrasé par ses angoisses. Insomniaque, il redoute la syphilis. Et surtout, il est totalement obsédé par sa propre mort. Il faut rappeler que sa mère est morte d'un cancer et il est persuadé à plein de moments dans sa vie qu'il va mourir très rapidement d'un cancer. Donc il s'est fait traiter par des tas de médecins. Et puis finalement, il a mis dehors tous ces médecins. Et il y avait un charlatan qui... alors ça, on ne sait pas exactement ce qu'il lui a donné comme médicament, mais ce qui est sûr, c'est qu'il était surmédiqué, il était toxicomane médicamenteux, ça c'est sûr. Fin 1942, 400 000 soldats allemands meurent à Stalingrad et l'Allemagne essuie désormais défaite sur défaite face aux armées alliées. Le Führer n'apparaît quasiment plus en public. Il s'enferme dans ses quartiers généraux. Ces murs de 5 mètres d'épaisseur qui entourent le dictateur le séparent du monde extérieur et l'enferment dans ses illusions. Il n'écoute personne et ne fait plus confiance à qui que ce soit. Au sein même de l'état-major allemand, des conjurés décident d'endiguer l'hécatombe. Ce sont des gens de la droite nationaliste, généralement antisémites, xénophobes, racistes. Ce ne sont pas des gens très, très recommandables, mais ce sont des gens rationnels qui estiment que là, il faut sauver ce qui peut encore l'être. Et donc, ce sont eux qui décident d'éliminer le seul obstacle, à leurs yeux, pour une paix négociée rapide, c'est-à-dire Hitler. Le problème, c'est qu'ils voulaient 2 choses. Tuer Hitler et prendre le pouvoir en même temps. Pour tuer Hitler, le petit groupe de conjurés militaires va devoir trouver un homme capable d'approcher le dictateur surprotégé. Ce sera le lieutenant-colonel Klaus von Stauffenberg. Ce haut gradé mutilé par la guerre a rejoint les comploteurs en réaction aux atrocités nazies. Quand Stauffenberg les rejoint en 1944, il travaille directement avec Hitler sur la préparation de l'armée de remplacement. Il doit même le rejoindre dans son bunker en juillet 1944. Là, les conjurés réalisent que c'est une opportunité incroyable. Le 20 juillet 1944, Stauffenberg se rend à la tanière du Loup. Il cache des explosifs et un stylo déclencheur dans son attaché-caisse. Il passe les premiers checkpoints avec confiance, car il sait que la sécurité ne fouille pas scrupuleusement les officiers. Ils doivent enlever leurs casquettes, puis leur ceinture d'armes, qu'ils laissent sous la surveillance du RSD avant d'entrer dans la salle de conférence. Mais à aucun moment on ne fouille leur sac. Et ça nous paraît ridicule aujourd'hui. Ce jour-là, le bunker où devait se dérouler la réunion est en travaux. Stauffenberg rejoint donc Hitler dans un Algeco en bois. Il dépose la bombe contre une table, puis sort de la salle, prétextant un coup de téléphone à passer. À 12h42, la bombe explose. Stauffenberg s'enfuit pour Berlin, persuadé qu'Hitler est mort, mais la chance a encore souri au dictateur. Dans un bunker avec des murs de 3 mètres d'épaisseur, tout le monde est réduit en bouillie par la bombe. Bon. Dans une baraque en bois, les murs sont soufflés, hein, et l'effet de la bombe n'est pas ce qu'il est. En plus, le manque de chance,
la serviette dans laquelle la bombe est déposée a été poussée parce qu'elle gênait, puis la table en bois du briefing était une table épaisse qui a assourdi l'effet de choc. Et Hitler s'en sort avec des contusions, des blessures légères, une affection au bras, mais il s'en sort indemne. Il faut savoir qu'il a vraiment eu de la chance. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un, voyant qu'il avait du sang dans les oreilles, qui était prêt à lui verser de l'eau dans les oreilles, ce qui aurait directement conduit à une infection et à un décès précoce. Enfin, il a vraiment enchaîné. Encore une fois, les services de sécurité ont lamentablement échoué. En pleine guerre, dans le sein des seins du quartier général le plus surveillé d'Europe, un assassin est parvenu à faire exploser une bombe. Et une nouvelle fois, contre toute vraisemblance, Hitler est euphorique. Ça dit beaucoup de sa psychologie. Hitler, au lieu de se sentir vulnérable, il voit un signe de son invulnérabilité. C'est une conviction qui est désormais plus que chevillée au corps, elle est incarnée, de telle sorte que jusqu'à la fin, jusqu'à son suicide, il n'en démordra jamais. Il est convaincu, il le dit à tout le monde, « Regardez, j'ai survécu, j'ai échappé à 38 attentats ». Ça veut bien dire qu'il y a un sens dans tout cela. Dans l'histoire, dans la nature, ma mission doit être menée jusqu'à son terme. Avec cet attentat raté, la résistance s'effondre. Ils sont vaincus. Stauffenberg et 4 conspirateurs sont exécutés la nuit même au ministère de la Guerre à Berlin. En représailles, 7000 arrestations ont lieu dans tout le pays. Les familles des complotistes sont envoyées en camp d'internement et tous les prisonniers politiques encore en vie sont assassinés. Là, on rentre dans une logique paranoïaque. On a essayé de me tuer, c'est bon. Là, vraiment, on coupe la tête à tous les résistants socialistes, communistes, etc. Et évidemment, à cette résistance conservatrice et militaire. Si Hitler se gargarise d'avoir une nouvelle fois survécu, il sort tout de même diminué physiquement de cette attaque. Côté militaire, les Alliés viennent de débarquer, l'armée rouge marche inexorablement vers l'ouest et l'Allemagne est ensevelie sous les bombes. Le 15 janvier 1945, Hitler se retranche à Berlin, 12 mètres sous terre, dans les bunkers de la chancellerie. Il avale jusqu'à 28 pilules par jour et sa santé se dégrade inexorablement. Il faut savoir que Hitler, plus la guerre avance, plus on estime qu'il développe des formes très proches de la maladie de Parkinson, des tremblements, un vieillissement prématuré. En quelques années, sa condition physique s'est détériorée. À la fin de la guerre, il n'était que l'ombre de lui-même, hein. C'était un vieillard, alors qu'il n'avait que 50 ans. Une poignée de nazis et ses plus fidèles gardes du corps restent enfermés aux côtés d'Hitler pendant plus de 3 mois. La paranoïa ou l'hypocondrie d'Hitler va finir par dégénérer dans des hantises assez fortes. De plus en plus, il s'enferme, il n'écoute plus personne, il a des accès de rage. Et donc, pour les gens qui sont recrutés à la toute fin du régime, dans sa garde personnelle, c'est l'enfer. Le 20 avril 1945, Hitler fête son 56e anniversaire. Au même instant, les nazis fuient Berlin, encerclés par l'armée rouge. L'assaut sur le Reichstag est donné quelques jours plus tard, le 30 avril. Mais quand les Russes mettent la main sur Adolf Hitler, il est déjà mort, suicidé d'une balle dans la tête. Le suicide, au fond, c'est une manière ultime d'avoir raison. Parce que le suicide, c'est la mort que vous vous donnez à vous-même. Ce ne sont pas vos ennemis qui ont votre peau. C'est pour ça qu'il se suicide et qu'il demande à ce que son corps soit détruit. Pour que les Russes, qui sont à quelques encablures, à quelques mètres même du bunker, ne puissent pas mettre la main sur lui. Son cadavre a été brûlé par ses gardes du corps. Et Hitler laisse derrière lui un testament qui fait froid dans le dos. Il dit « Les Allemands ont mérité ce qui leur arrive ». 9 millions de morts, sous les bombardements alliés, etc. Des souffrances énormes. Et Hitler n'a pas la moindre commisération pour le peuple dont il a dit pendant 20 ans qu'il était le défenseur et le premier défenseur. Il dit « Ils ont perdu, on a perdu, ils l'ont mérité ». Et c'est terrible parce qu'il n'y a pas de remise en cause. Il continue à appliquer sa doctrine totalement darwiniste en disant « si on a perdu, c'est que c'est un décret de la Providence ».
Et d'une certaine manière, dans un narcissisme total, c'est que l'Allemagne ne m'a pas mérité. Le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule. Ses derniers gardes du corps sont arrêtés, puis emprisonnés par l'armée russe. Christian Weber, compagnon des premières heures, est capturé par les Américains. Il mourra à la suite de son arrestation. Emil Maurice, lui, écopera simplement de 4 ans de travaux forcés. Sepp Dietrich, le chef de la LSSAH, passera 14 ans en prison. Quant aux femmes séquestrées pour goûter les plats d'Hitler, elles seront toutes abattues par les soldats russes. Une seule survivra, Margot Volk, qui gardera secrète son histoire avant de tout raconter en 2013. Malgré une quarantaine de tentatives d'attentats, personne ne sera parvenu à assassiner Hitler afin de mettre un terme aux atrocités nazies. Le dictateur aura plongé l'Europe en plein cauchemar pendant 6 ans.